Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Et bienvenue à vous pour la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale et députée Ensemble pour la République des Yvelines. Après les 49.3 déclenchés par François Bayrou, les deux motions de censure déposées hier par la France Insoumise n'ont pas abouti. Le PS et le RN, on le sait, ayant décidé de ne pas voter pour. Est-ce que vous saluez ce matin, Madame Braun-Pivet, la méthode de François Bayrou, ou est-ce que vous y voyez au contraire un léger sursis avant la suite ? Moi, ce que je salue d'abord, c'est que grâce à l'action du gouvernement et à l'action et à la responsabilité d'un certain nombre de partis politiques, nous avons ce matin un budget pour notre pays. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui intéresse nos compatriotes parce que c'est ce qui va nous permettre d'assurer un certain nombre de politiques, la sécurité, la justice, notre défense. Et on voit bien que dans le monde actuel, si anxiogène, il est important que nous puissions doter nos armées des moyens pour agir. Tout ça, c'est dans le budget. Et donc le budget va être adopté aujourd'hui définitivement au Sénat. Et donc c'est ça la bonne nouvelle. Effectivement, le Premier ministre, son gouvernement ont été à l'écoute. Ils ont ouvert les discussions. C'est une méthode que vous saluez, qu'il compte réitérer, François Bayrou, texte par texte, je l'espère, en passant les unes après les autres. Mais c'est important, en fait. C'est une méthode faite de dialogue et de capacité à aller faire du compromis. Compromis, c'est pas de la compromission, c'est être capable d'écouter les autres et de voir comment on peut réussir à atteindre les meilleurs équilibres pour servir nos compatriotes. C'est ça notre objectif final lorsque l'on fait de la politique. Et donc, il faut effectivement saluer ce qui vient de se passer. C'est important, c'est une étape de franchie qui n'était pas facile à franchir. On a vu le gouvernement de Michel Barnier qui a échoué. Quasiment pour le même budget d'ailleurs. Oui, mais en même temps, nous sommes en février, nous ne sommes plus en décembre, un gouvernement est tombé. Et évidemment, ça a changé l'attitude de chacun. Le Premier ministre actuel savait qu'il pouvait tomber et que c'était une réalité, alors que lorsque Michel Barnier était au gouvernement, il n'y avait pas eu de motion de censure votée depuis 62 ans. Donc on pouvait se dire que c'était dans l'archéologie de notre vie politique. On voit bien que non, ça n'est pas quelque chose d'archéologique, c'est très contemporain. Et donc, il faut tenir compte pleinement de l'Assemblée nationale telle qu'elle a été issue des urnes. Tenir compte pleinement de l'Assemblée nationale, même si, et là, quand même, je pose la question à la présidente de l'Assemblée nationale, il y a eu des 49.3. Vous avez toujours dit, Yael Braun-Pivet, que c'est la réalité, c'est un outil constitutionnel, mais est-ce que vous n'y voyez pas quand même une méthode de contournement de l'Assemblée, du débat justement, parlementaire ? Ça n'est pas un contournement, puisque on a oublié, en fait, que lorsque un gouvernement actionne un 49.3, il joue sa vie, il joue sa peau. Et donc, il aurait pu ne pas le faire. On a oublié cela et on l'a vu en décembre. Michel Barnier et son gouvernement sont tombés. Donc, un 49.3, il ne faut pas le prendre à la légère. Le gouvernement engage sa responsabilité et peut tomber parce que l'Assemblée nationale a ce pouvoir-là. Maintenant, grâce à ce dispositif constitutionnel dont on peut rappeler que personne, quelle que soit sa couleur politique, n'a jamais proposé de le supprimer. Grâce à ce dispositif constitutionnel, la France aujourd'hui a un budget, et je crois, en tout cas pour moi, qui suis une responsable politique, c'est ça l'essentiel. Alors, elle a un budget, mais un budget dont tout le monde dit quasiment le plus grand mal, y compris d'ailleurs le Premier ministre. Il n'est pas parfait. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on se félicite, que vous vous félicitez que la France ait un budget, alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est mauvais ? Personne ne dit qu'il est mauvais, sauf ses adversaires farouches. Mais effectivement, quand même, oui. Il n'est pas parfait parce qu'il ne correspond pas à l'image idéale que chacun se fait de son budget, compte tenu de sa vision politique. En revanche, il respecte le cap fixé, le cap général. Le fait d'atteindre 5,4% de déficit, c'est toujours bien trop, mais dans les circonstances actuelles et dans les conditions, c'est-à-dire dans les conditions d'urgence dans lesquelles il a dû être construit, il a fallu faire des concessions. Mais maintenant, ils nous ont coûté cher. J'ai envie de vous dire maintenant, le plus dur commence. Le plus dur commence pour tout le monde, parce qu'il faut affronter cette réalité qui est que nous avons un pays avec beaucoup trop de dépenses publiques, il nous faut rétablir les comptes et donc il faut engager des réformes structurelles pour se faire... C'est la question, mais comment, avec une telle assemblée? Vous avez parlé tout à l'heure des concessions qui ont été faites, certains y ont vu des compromissions, c'est le cas de la France Insoumise qui a qualifié quand même, le mot est fort, de traître ses anciens amis, ses anciens partenaires, les socialistes. Comment vous réagissez et est-ce que vous estimez ce matin que le nouveau Front populaire est mort? Alors,
La France insoumise a toujours dit qu'elle ne souhaitait pas rentrer dans une logique de dialogue. Elle ne s'est pas rendue aux discussions menées au ministère de l'économie et des finances. Donc, elle n'a pas souhaité rentrer dans cette logique-là. Et c'est avec les autres groupes que nous avons réussi à construire. J'espère que nous pourrons y compris le continuer. Rassemblement national. Nous avons entendu ce que le Rassemblement national disait. Ça me paraît normal que l'on écoute les revendications des uns et des autres. Après, cela ne veut pas dire que vous gouvernez avec les uns et les autres. Et il faut être très clair là-dessus. La majorité, ce qui constitue le socle, est évidemment constituée des seuls partis de la famille du président de la République, des Républicains et du groupe Lyot. Nous n'avons pas la France insoumise dit l'inverse. Hier, Éric Coquerel, à votre place, dit tous ceux qui n'ont pas voté la censure, de fait, deviennent des appuis du gouvernement, donc dans le bloc central. Justement, c'est la différence entre voter un budget de façon positive et ne pas censurer. Il y a des gradations, il y a de la nuance, et je crois qu'Éric Coquerel, là, n'est pas dans la nuance. Mais ça ne change pas d'habitude, malheureusement. Mais pour casser le nouveau front populaire, ne faut-il pas aller plus loin pour, certains disent, aider les socialistes avec évidemment la proportionnelle? Et là, on sait qu'Emmanuel Macron devrait, il paraît que c'est imminent, mettre et envisager un référendum. Est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur ce sujet? Moi, ce que je crois, de toute façon, c'est qu'il nous faudrait faire une alliance plus large pour gouverner. Ça ne veut pas dire... Sur quelle base? Sur la base d'un certain nombre de réformes urgentes à faire. Le chantier de la réorganisation de l'État, une nouvelle étape de la décentralisation, le chantier de la simplification, etc. Il y a plein de chantiers sur lesquels on peut s'entendre et se dire, pendant une année, voilà le programme d'action sur lequel nous nous mettons d'accord et nous avons décidé d'agir ensemble. Ça ne me paraît pas absurde de faire cela. Sur différents sujets, par exemple. Et après, moi, vous savez que je suis très favorable au référendum. Donc oui, consultons les Français sur des choses qui les intéressent profondément. Donc il y a évidemment... La proportionnelle en fait partie, honnêtement. La proportionnelle... Quel Français va se lever demain matin en se disant « Oh là là, je vais aller voter pour savoir s'il peut y avoir un projet de loi instaurant la proportionnelle ». Je ne suis pas sûre que ce soit le sujet qui les intéresse profondément. Après, c'est un sujet important parce que c'est un sujet qui nous permet de dire comment nous sommes représentés à l'Assemblée nationale. Et la représentation des Français, la juste représentation des Français, ça, c'est un sujet qui les intéresse. Après, il y en a 1000 qui peuvent les intéresser. Comme vous le savez, moi, je rêverais qu'on puisse les interroger sur des sujets plus sociétaux, comme la fin de vie. J'aimerais qu'on puisse les interroger aussi, par exemple, sur l'idée d'un service national. Tout le monde, beaucoup d'hommes et de femmes politiques reposent le sujet. Service national, service militaire, service civique, service national universel, etc. Moi, je trouve que ça serait un très beau débat et un très beau sujet de dire comment on se réengage collectivement au service de notre nation. Et Yaël Braun-Pivet, pourquoi ne pas les interroger sur l'immigration? Expliquez-moi pourquoi les responsables politiques peuvent juger s'il y a submersion migratoire ou pas, et pas les Français. Mais pourquoi pas sur l'immigration? Aujourd'hui, ça n'est pas possible constitutionnellement, mais moi, je considère qu'il faut faire confiance aux Français. Vous savez, on dit toujours, les hommes politiques disent « les Français ne nous font pas confiance ». Mais est-ce qu'ils font confiance à nos compatriotes? Je crois qu'il y a une vraie question qui se pose. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas fait de référendum. Moi, je propose que l'on modifie justement la Constitution, que le président de la République fasse une modification de la Constitution ciblée à l'article 11, simplement pour ouvrir le champ des possibles et nous permettre d'interroger les Français sur des sujets qui les concernent directement. L'immigration, pourquoi pas? La fin de vie, pourquoi pas? Un service militaire, etc. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il serait intéressant d'entendre les Français directement. En tous les cas, vous avez d'ores et déjà été interrogé sans référendum sur ce sujet. De votre côté, vous avez déclaré avoir été gêné, Yaël Braun-Pivet, par l'expression submersion migratoire. Et depuis, on a eu les chiffres de 2024 qui ont été rendus publics avec une hausse jamais atteinte véritablement. 336 700 premiers titres de séjour délivrés en 2024. Quel mot correspond selon vous, Madame la Présidente de l'Assemblée, à cette augmentation, à cette explosion des chiffres? Vous savez, moi, j'essaye de regarder les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que ce mot submersion m'a gênée parce que je trouve qu'il empêche d'avoir la vision juste
des choses. Vous parlez de chiffres qui sont en augmentation et c'est une réalité. Il y a d'une part une très grosse augmentation des demandes d'asile. Et c'est vraiment ça le sujet. Parce qu'autrement, nous avons une filière dévoyée aujourd'hui. Hein. Parce que justement, je crois qu'on ne regarde pas bien les choses. Nous avons une immigration de travail qui a augmenté. C'est un peu plus de 50 000 titres de séjour. Et nous avons la volonté d'aller plus loin. Nous avons créé le passeport talent et la dernière loi. Il faut plus d'immigration de travail pour vous. Il faut de l'immigration de travail régulière avec des personnes qui veulent venir travailler en France, apporter leur talent, apporter leur envie de travailler ici chez nous, en respectant évidemment et en étant intransigeants sur le respect de nos valeurs, de notre façon de vivre, etc. Il y a une immigration d'étudiants, il y a une immigration de regroupement familial et il y a une immigration de demandeurs d'asile. Et donc il n'y a pas de limite à cette immigration légale pour vous ? Il n'y a pas de limite ? Alors, c'est pas une question de... Il n'y a pas de limite. Il faut qu'elles correspondent à ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, l'immigration de travail vous limitez un quota il doit y avoir un échange, une discussion devant le Parlement sur cette immigration de travail. De quel poste avons-nous besoin ? De quelles ressources ? Combien ? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 000. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on doit aller plus loin, etc. Avec le chômage que nous avons en France. Alors, malheureusement, et le chômage aussi de la population migrée. Quand on va... sur tout le territoire national, on voit des patrons qui nous disent malheureusement, qu'ils n'arrivent pas à recruter dans certains secteurs. Peut-être que certains cherchent à baisser les salaires avec une immigration massive. Vous ne pensez pas ? Sans viser tous les patrons, évidemment. Je ne crois pas, parce que moi, j'ai vu, notamment à Rungis, des patrons dans les filières de boucherie, charcuterie et tout ça, employés à des salaires tout à fait respectables de la main-d'œuvre étrangère, parce qu'ils ne trouvaient pas, malheureusement, de main-d'œuvre originaire de notre pays. Donc, il y a l'immigration légale qu'il faut, je crois, bien encadrer. Et je ne dis pas qu'il faut l'encourager, mais en tout cas, il faut l'encadrer et la fixer. Il y a les demandes d'asile qui sont quelque chose qui correspondent à notre tradition et qui doivent être vues au niveau européen. Et là, c'est le pacte asile-immigration. Mais le grand sujet sur l'immigration, c'est la question des reconduites, c'est la question du respect de nos valeurs, c'est la question du respect de ce qu'est la France aujourd'hui. C'est ça le sujet, avec les OQTF. Mais il y a la question de la légalité, mais il y a la question aussi de l'assimilation aux mœurs, à la culture. Est-ce que les flux migratoires qui augmentent ou qui explosent, si on voit les chiffres, est-ce que ça facilite l'intégration ? Mais l'intégration, pour moi, ça n'est pas une question de nombre. C'est une question de volonté et de capacité à s'intégrer, à apprendre les mœurs d'un pays, à respecter ses valeurs. Et là, nous avons un travail à faire considérable, les pouvoirs publics, mais aussi les personnes qui viennent. Les personnes qui viennent doivent être dans cet état d'esprit de s'intégrer, de respecter les lois de notre pays. Et quand elles ne le sont pas, nous devons être intransigeants. Il n'y a pas de sujet là-dessus pour moi. Il n'y a pas de sujet. Autre sujet, en tous les cas, dans l'actualité, et vous vous êtes exprimé là-dessus à Le Brun-Pivet, la fin de vie. Le Premier ministre a donc annoncé vouloir scinder, c'est très important, le projet de loi sur la fin de vie en 2 textes. L'important sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide active à mourir. Un arbitrage que vous ne partagez pas. Et là, véritablement, on a envie de comprendre votre position. On imagine un parlementaire avec 2 textes, s'exprimant d'un côté sur les soins palliatifs et de l'autre sur l'aide active à mourir en son âme et conscience. Pourquoi ça vous dérange qu'ils soient scindés, les 2 textes, alors qu'ils pourront s'exprimer librement sur les 2 textes ? Alors, les parlementaires s'expriment toujours librement. En fait, pourquoi cela ne me convient pas, c'est qu'il s'agit d'un seul et même sujet. Il s'agit d'un seul et même sujet. Les soins palliatifs et l'euthanasie ? Alors, oui, parce qu'il s'agit de la fin de vie. Comment accompagne-t-on nos compatriotes lorsqu'ils sont à la fin de leur vie, lorsqu'ils sont atteints de maladies incurables, graves, dans des souffrances? Comment gère-t-on cela ? Eh bien, il faut le gérer de façon globale. C'est-à-dire que les soins palliatifs doivent pouvoir être proposés à tous, partout, à tout moment, et ça n'est pas le cas. Et là, on attend un engagement fort de la nation. Nous n'avons pas besoin pour cela d'un texte de loi. Nous avons besoin de moyens. J'entends. Il y a un plan soins palliatifs et nous avons besoin de moyens. Je me mets dans la peau d'un parlementaire. Je suis pour, imaginons, et c'est un cas de figure, je suis pour les soins palliatifs, mais je suis contre l'euthanasie. Et c'est dans le même texte. Je fais quoi ?
Mais le texte, il est décomposé en plusieurs titres, plusieurs articles. Vous pouvez très bien voter les articles qui correspondent au développement des soins palliatifs, mais qui ne sont pas indispensables. Mais que craignez-vous, au fond ? Et vous pouvez très bien... Mais parce que ce que je crains, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. C'est-à-dire ? En fait, c'est qu'on oppose l'un à l'autre. Mais est-ce que vous... Non, mais moi, j'ai présidé, Madame Mabrouk, quasiment l'intégralité des débats. Et ce que j'ai vu, justement, c'est que personne n'opposait l'un à l'autre. Chaque parlementaire était extrêmement respectueux des opinions et des convictions, des croyances, de l'intimité de chacun. Mais ici même, j'ai reçu Claire moi, je crois vraiment qu'il faut l'appréhender globalement et ne pas se dire si je suis pour les soins palliatifs, je suis contre pour l'aide active à mourir et l'inverse. Je me permets c'est ce qu'on essaye de nous faire croire parfois et c'est pas bon. De pousser l'interview, parce que c'est quand même important. Vraiment, c'est un sujet fondamental. Comment, dans un même texte, vous avez la main qui donne le soin et l'autre main, si je puis dire, eh bien, qui donne la mort? Mais déjà, dans le texte, nous n'avons pas prévu cela comme cela. C'est le même texte. Mais non, mais nous ne le voyons pas comme cela. C'est un soin, c'est un accompagnement, c'est une... L'aide à mourir est un soin pour vous. Mais pour moi, c'est la prise en compte humaine, fraternelle, de la volonté et de l'ultime volonté de quelqu'un qui est confronté à des souffrances et à une maladie incurable dont il est malheureusement victime. Après, moi, vous voyez... Fraternel. C'est fraternel. Les soignants qui sont contre, c'est-à-dire qu'ils sont contre la... Mais non. Mais vous savez, moi, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes, des malades, qui m'ont écrit en me disant « Mais je ne sais pas si un jour j'utiliserai l'aide active à mourir si elle était créée. Je n'en sais rien. Mais le simple fait de savoir qu'elle existe va me permettre d'affronter plus sereinement ma maladie, parce que je sais que, au bout du bout, j'aurai le choix. Et c'est ce choix-là que moi, je vais offrir à tous nos concitoyens. Peut-être que ces personnes-là, et c'est ce qu'elles m'écrivaient, choisiront d'être accompagnées avec des soins palliatifs jusqu'au bout. Peut-être qu'elles feront un autre choix. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas faire cet autre choix. Et je crois que c'est respecter la liberté de chacun, le droit de chacun, de respecter cela et de créer cette possibilité d'aide active à mourir. Donnons en tous les cas le choix, comme vous le dites, en leur âme et conscience aux parlementaires et aux soignants de voter. Je n'ai pas eu le temps pour les questions sur les ambitions présidentielles, mais nous avons le temps, n'est-ce pas? C'est très très loin, vous savez, moi ce qui m'occupe... tous les politiques disent. Mais non, mais je ne suis pas sûre d'être devenue une politique comme cela. Moi, je suis une femme, je suis engagée, je suis une citoyenne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais aujourd'hui et demain, et pas ce qui se passera dans 2 ans. Merci, Elle Braun-Pivet. C'était votre grande interview. À bientôt. À bientôt, au revoir.